Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire de dentisterie avec Dr. José Marcoux. Mon nom est Hélène Perras, c'est moi qui va être l'animatrice ce soir. Ce soir, c'est le quiz du temps des fêtes. Donc, nous allons réviser les connaissances acquises lors des derniers webinaires, lors de la dernière année. José nous a préparé des petites questions. Ça fait déjà plusieurs années qu'on le fait. Il a acquis toute une réputation. Des fois, le infamous, des fois, certains trouvent que les questions sont trop difficiles. On en a glissé des petites questions faciles ici et là. Donc, avant de commencer, quelques petites informations. Premièrement, je le répète, vous allez recevoir votre attestation pour la formation continue après le webinaire. Je vais essayer de le faire ce soir. Si je n'ai pas le temps, s'il vous plaît, ça va aller à la semaine prochaine. Première chose. Deuxième chose, les enregistrements sont toujours mis sur la chaîne YouTube. Il y a un canal, il y a une liste spécifiquement pour dentisterie. Il y a des dizaines de bons webinaires que vous pouvez, si dans le temps des fêtes, vous cherchez de la formation à faire, là, puis vous pouvez le rentrer dans votre dossier de formation continue pour l'OMVQ comme auto-apprentissage. Ensuite, autre point d'intérêt, José, le service de dentisterie est actuellement en pause pour les vacances de Noël et ils vont reprendre, José va reprendre à partir du 6 janvier, mais sa technicienne en dentisterie va regarder toutes les communications à partir du 5 janvier. Est-ce que j'ai oublié l'information, José? Non, fait que tu sais, les estimer, tout ça, à moins que ça soit funky, Romy est tout capable de faire ça. Puis revoir les rendez-vous aussi. Parfait. On va organiser un prochain webinaire le 19 janvier qui sera la suite des nouveautés dans la littérature. José a fait une revue des nouveautés dans la littérature, puis en fait, on a fait la partie A, si je peux dire partie 1. Et là, c'est partie 2 qui va être sur les techniques de chirurgie et un petit point d'information sur les blocs dentaires. Aussitôt qu'on entend Bubi, là, habituellement, là, tout le monde est bien excité avec les doses. Fait qu'il va y avoir de l'information. Ça va avoir lieu le 19 janvier à 19h, comme d'habitude. C'est un lundi. Et dernièrement, José veut organiser son labo de dentisterie d'extraction. Donc, dans l'infolettre qui va suivre, ça va prendre quelques jours parce que là, je suis en vacances. Je vais envoyer un formulaire, vous cliquez, c'est un Google Form, c'est très simple, votre nom cellulaire, parce qu'en cas d'urgence, qu'on puisse vous rejoindre pour organiser ce labo d'extraction-là. À les personnes qui vont s'être inscrites, à ceux qui sont inscrits, on va vous envoyer un courriel avec tous les détails, les coûts, la durée, qu'est-ce qu'il faut se préparer, puis blablabla. Donc, si vous nous écoutez en direct, c'est parce qu'on a votre adresse courriel, donc vous allez recevoir cette infolette-là. Fait que je pense qu'on peut y aller. Maintenant pour les questions. Fait que comment, là, Attends une minute, juste revenir sur le TP parfait. d'extraction. Je vais en organiser autant que nécessaire, là, fait que vous n'êtes pas obligé de vous pitcher si, tu sais, je veux dire, si j'ai 20 personnes, on va en faire 5 puis that's it. Euh, j'ai aussi, malheureusement, mon téléphone a explosé dernièrement et j'avais déjà une petite liste de quelques vétérinaires orphelins qui peut-être un jour voudraient se joindre à un groupe quand j'en aurai un, mais j'ai perdu cette liste-là, malheureusement. Donc, si vous attendez que je vous rappelle, ben, euh, réécrivez-moi un courriel parce que là, ça n'a pas marché. Et puis, juste ceux qui veulent s'inscrire dans le formulaire, ça vous engage pas à vous inscrire au TP. Je vais juste vous envoyer des infos. Puis là, ben, vous déciderez si ça vous convient ou pas. Fait que voilà. Puis si Parfait. vous l'écrivez, si vous êtes pas, si vous recevez pas notre infolette, ben écrivez-moi un courriel à Yvette Mobile, puis je vais vous trier, là. Il n'y a pas de problème. Super. Maintenant, pour le quiz de ce soir, là, on va pas. On a essayé différentes techniques au fil des ans. Là, on a déjà fait un caout, on a déjà fait des choix de réponse à l'écran. Là, pour être plus simple, parce que des fois, c'est des questions ouvertes, des fois, c'est des choix multiples, vous allez tout simplement, comme d'habitude, aller dans le chat, le Q&A, puis écrire vos réponses. On n'a pas besoin de vous donner une note, là, vous le faites pour votre satisfaction personnelle. Donc, on va y aller, comme on dit, à la bonne franquette. Donc, José, tu nous lances ça. Jusque-là, tu as dit dans le chat ou dans le Q&A, mais peut-être un ou l'autre, là, genre orienter tout le monde dans le Plus même, parce le que là, je chat, peux mais j'ai pas. l'impression qu'il y a des gens sur les appareils qui sont plus à l'aise avec le Q&A, mais allez, on va essayer d'aller dans le chat. OK. Parce que je
Je suis pas capable de parler, gérer le PowerPoint et avoir 28 fenêtres ouvertes en même temps. OK, là, faut que je share. Et là, ça fait au moins un mois que je l'ai fait, donc je vais découvrir les questions avec vous. Je m'en rappelle pas. Et on remercie ma technicienne qui a mis ça joli parce que j'ai pas ce talent-là. Voilà. Fait que c'est beau, tout le monde voit. Oui. OK, première question. C'est quoi le problème avec ce chien? Là, au pire, si vous trouvez que le quiz est difficile, là, je veux dire, le pire qui va arriver, c'est que vous allez apprendre quelque chose. C'est pas grave, essayez des réponses. Est-ce que tu donnes des indices s'il n'y a pas beaucoup de réponses ou ça arrive pas OK. rapidement? Là, je vois bien que le chien a un petit peu de maladie parodontale, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est plus ce qui se passe dans ses joues. Ah, on commence à avoir des réponses. Ah ah! Fait que oui, il y a un petit peu de paro, mais bon, c'est pas ça. Ouais, les bifurcations exposées, effectivement. Bon, je laisse 5 secondes. Fait que je vois on a des kissing lesions et on a COPS. Oui, je vais en parler de la 104. Belle trouvaille. Docteur Sonny, ça, c'est une vraie dentiste. Euh, on va reparler de la 104 après, mais donc, Kissing Legends, c'est plus un descriptif, mais oui, dans le fond, tant que vous l'avez remarqué puis que vous savez à quoi ça ressemble chez vos patients, là. Fait que ça, c'est un berger allemand, euh, mais c'est souvent des greyhounds, de d'âge moyen, il vient d'un refuge, puis la dame l'a adopté parce qu'il filait pas dans le refuge. Ce sont des patients qui sont incroyablement douloureux du visage. Souvent, ils ont énormément de plaques sur leurs dents, comme on voit, là, c'est un peu raboteux. Puis, il y en a qui puent la mort, OK? Fait que des fois, vous faites juste comme arriver dans la salle de consulte, le chien a une odeur dégueulasse qui vient de sa bouche, puis vous essayez de soulever la lèvre, le chien hurle. C'est probablement ça le diagnostic. Donc, on a vu COPS dans le chat, fait que c'est Chronic Ulcerative Periodontal Stomatitis. Euh, il y a un nouveau nom, on aime ça, les maladies qui changent de nom. C'est maintenant CCUS, Canine Chronic Ulcerative Stomatitis. Fait que c'est plate parce que COPS, ça se disait bien alors que CUS, ça se dit pas. Euh, c'est que, dans le fond, ça ressemble à une stomatite chez le chien. C'est que sur ce chien-là, c'est effectivement paradentaire, c'est-à-dire que ses ulcères sont vraiment en miroir dans ses joues. C'est toutes les parties, dans le fond, qui touchent les dents, qui touchent la plaque dentaire, qui sont ulcérées comme ça. Donc, on a vraiment cette apparence-là comme de triangle. Euh, Souvent, c'est les dents qui vont faire plus protrusion, fait que les canines et les PM4 qui vont être les pires parce que les petites prémolaires, des fois, la joue touche pas tout à fait à cet endroit-là. Fait que ça, c'est le paradental parce qu'on a vraiment comme le décalque des dents en ulcère dans la joue du patient. Mais il y a des patients où la muqueuse va être carrément juste généralement ulcérée. Ça ne sera pas nécessairement associé à des dents en particulier. Ou il va y avoir des chiens qui, après les extractions, vont encore avoir des lésions dans les régions qui n'ont pas de dents. Fait que c'est pour ça que ça a changé de nom pour pas être paradental, parce que ça se limite pas au paradental chez certains patients. Fait que là, c'est toute la même maladie, supposément, mais il y en a qui ont la version paradentaire, il y en a d'autres que non. Fait qu'en gros, c'est un genre de stomatite, mais chez le chien. C'est souvent accompagné de maladies parodontales comme ce petit loulou-là. Et donc, il faut traiter. Fait que rapidement, gestion, on en parlera plus longtemps une prochaine fois, là, mais gestion stricte de la plaque dentaire, fait que brossage dans la maison et extraction au besoin. Évidemment, on extrait toutes les dents qui ont de la paro puis qu'ils n'ont pas de raison d'être là. On peut aussi
extraire toutes les dents si les clients sont ouverts à ça. Il y a un traitement médical qui existe à base de métronidazole et cyclosporine. Malheureusement, chez les gros chiens, c'est extrêmement dispendieux, mais ça fonctionne très bien pour calmer le feu puis rendre ces patients-là confortables parce que ces patients-là souffrent énormément. Ok, tu peux pas les toucher, c'est quelque chose. Donc, on me demande de répéter Oui. la lésion et l'acronyme. Fait que c'est maintenant le CCUS, Canine Chronic Ulcerative Stomatitis. Fait que le CCUS, Le U, Canine Chronic le, le U, c'est quoi? Ulcerative. Ulcerative. OK, OK, Fait que OK. la stomatite ulcérative chronique du chien. Fait que c'est ça. D'ailleurs, ça fait partie dans les nouveautés de la littérature, là, il y en a un article sur le COPS ou le CCUS, donc on en parlera éventuellement. Mais voilà. Là, il y en a qui ont remarqué que la canine est grise. Moi, j'avais pas remarqué à l'examen sur ce chien-là. Ben, en fait, j'avais pas. J'ai soulevé sa lèvre, il a hurlé, j'ai fait comme je sais c'est quoi. Je me suis pas lancée d'essayer de me faire manger par un berger allemand en salle de consulte. Euh, mais ce que j'ai remarqué aussi une fois qu'il était endormi, en fait, c'est pas vrai, c'est Romy qui l'a remarqué en premier. Elle a dit la canine est comme pas tout à fait à sa place. Puis là, en la regardant, je fais, ah, c'est vrai, son implantation est comme un peu caudale, mais un peu plus haute. Puis, attendez, je vais essayer de trouver. Je l'avais pas comme inclus dans le PowerPoint, mais c'est quand même bien intéressant. Je peux-tu sortir du plein écran, là? Non. Enfin, il y avait une dilacération de sa racine. J'avais jamais vu ça. Sa canine a deux racines. Pendant que tu cherches, je sais que tu es capable de faire plein de choses en même temps. C'est quoi l'autre médicament? Tu as dit métronidazole et Cyclosporine. Comment il s'appelle, lui? C'est bon. Je dois même avoir pris des photos de la canine. Écoute, j'en revenais pas. Quand j'ai voulu la sortir, j'ai fait, ben voyons donc, à deux racines. est-ce qu'il y avait de l'attrition sur les canines? Non, elle était bien placée malgré qu'elle était pas tout à fait à sa place, là. C'est juste parce que je veux pas comme... Donc, excusez, j'avais pas prévu d'en parler, mais il y a un œil de lynx, là, qui a vu ça. Et où ma radio? Ah, elle est ici. OK. Fait que ça, c'était ma radio. Puis là, je me disais, ah, la racine est comme dilacérée, c'est un peu bizarre. Il y a pas de canal, elle est grise. Ben, je vais l'enlever parce que c'est étrange. De toute façon, je cherchais des excuses pour enlever les dents. Fait que là, j'ai fait, moi, je pense pas que cette dent-là a un très beau futur. Je me rappelle pas si j'avais des poches, là, mais je trouvais qu'en tout cas, elle était trop déformée puis qu'il y avait pas de canal puis que c'était étrange. Puis, quand j'ai fini mon extraction, ça c'est son incisive, là, ça n'a pas rapport. Euh, mais c'est comme si elle avait essayé de faire deux racines. La canine, j'ai jamais vu ça. La canine, c'est d'habitude une dent qui est assez, tu sais, souvent pas absente, elle est souvent pas, tu sais, ça fait pas des racines surnuméraires, elle est comme assez conservée, là. Les petites prémolaires, des fois, ils font des drôles de choses, mais pas les canines. Mais là, elle a décidé, voilà, Hmm, son incisive était wow! fracturée. Fait que moi, elle a comme fait ça. Fait que voilà. C'était juste un côté? Ouais, l'autre est parfaite. Ben, en tout cas, elle était parfaite à radio. Je l'ai pas extrait pour comparer, là, mais À la radio, ça se voyait pas qu'elle avait comme deux. non, parce qu'il était superposé. Fait qu'étant donné- tu sais, c'est comme Ah. si la radio, elle la voyait dans ce sens-là. Fait qu'on voyait qu'elle avait une drôle de forme, mais j'avais pas plus d'informations que ça. Fait que des fois, les radios nous donnent pas toute l'histoire. Fait que voilà. Petit fait, fun fact. OK. Comment on appelle ça, ce petit point-là?
Je laisse encore 5 secondes. Il y a personne à date dans le chat qui m'a donné. Ben là, foramen, c'est un peu trop facile, là. Toutes les trous, c'est des foramen, là. J'accepte pas cette réponse. Mais il y a personne qui m'a donné encore une réponse complète. Tout à fait. Oh. On continue avec foramen. Ah ah! C'est pas la bonne réponse, mais ça, ça va dans la bonne direction, moi. Donc, plusieurs personnes ont mentionné dans le chat, je répète pour la vidéo, foramen mentonnier. Euh, c'est effectivement un foramen mentonnier, mais il faut juste se rappeler qu'il y en a en fait trois. Oh, les flèches ont pas suivi, hein? En tout cas. Euh, donc, on le voit ici sur le patient ou sur le crâne ici. Donc, on a effectivement le foramen mentonnier rostral qui est vis-à-vis les incisives, souvent vis-à-vis l'incisive 2. Donc, celui-là, on n'en parle pas. C'est rare qu'on a affaire là, à lui. On a le foramen mentonnier moyen qui est vis-à-vis la partie, mettons, distale de la canine mandibulaire. Fait que quand on fait l'extraction de la canine mandibulaire, ça arrive souvent qu'on le rencontre. Puis des fois, même, il est dans notre chemin parce qu'on voudrait enlever de l'os pour dénuder plus notre canine, mais il y a un foramen avec des structures évidemment nerveuses qui en sortent, fait que ça serait le fun qu'on lacère pas ces structures-là. Et puis celui qu'on voit sur la radio, en fait, qui est vis-à-vis PM3, c'est le foramen mentonnier caudal. Donc, il y en a trois. Et puis celui qu'on voit, donc, fait que si je remets la radio, entre les deux racines de la 7, ça peut pas être le moyen, c'est le caudal. C'est le dernier, il n'y en a plus après. Fait que voilà. C'est d'aucune conséquence de le voir sur la radio parce que même si vous faites une extraction, je pense pas que vous allez aller aussi apical ou ventral, mais c'est juste des fois quand notre radio le pogne dans l'angle, c'est vraiment perpendiculaire, ça va nous donner un beau gros trou comme ça. C'est très joli. Voilà. Ouais, je sais pas si c'est arrivé aux flèches, mais bon. Puis, on a une question ici, le bloc dentaire est au niveau du trou moyen. Oui, si on fait notre parce que vous voyez comment que le moyen il est plus gros que les autres. Donc, vous pourrez pas entrer votre aiguille ni dans le rostral, ni dans le caudal. Fait que c'est le moyen qui est le plus grand. Et effectivement, si vous faites des blocs dentaires, même les foramen, ça va être dans le moyen que vous allez aller. OK, là, ça fait référence aux décisions, les webinaires qu'on a fait là-dessus. Donc, ici, j'ai deux dents fracturées. Euh, Et mettons, mon explorateur pénètre la pulpe, mais j'ai pas de lésion périapiale à la radio. Est-ce que c'est important d'extraire? Eh, merci, je suis bien contente. Donc, la réponse unanime, c'est oui, on traite. Puis là, j'ai même des gens qui disent on pourrait faire un traitement de canal. Effectivement. Donc, il n'y a pas de lésion préapicale à la radio. Ce n'est pas une raison de ne pas traiter. Les radiographies ne sont pas sensibles pour détecter les lésions périapicales. Euh, soit parce qu'elles n'existent pas encore, ou soit parce que c'est pas suffisamment déminéralisé pour être visible à la radio. Surtout qu'il y a beaucoup de structures là, tu sais, tridimensionnelles là, dans un crâne. Là, fait qu'au maxillaire, souvent, sont vraiment plus difficiles à voir qu'au mandibule. Puis même au mandibule, en fait, on a le cortex qui est de chaque côté, mettons, qui va être mettons, labial et lingual. Et puis souvent, la lésion périapicale va être à l'intérieur de l'os spongieux. Et puis, donc, ça nous prend 30% à peu près du total avant de voir un contraste à la radio. Donc, si la lésion, elle n'implique pas le cortex, ils vont très, très, très souvent être invisibles, ces lésions-là. Donc, si cliniquement, je pénètre dans la cavité pulpaire, extraction, traitement de canal, je m'en fous de ce que la radio a dit. Ah!
Ici, bon, il y avait comme jadis une flèche. Donc, on regarde la 205 qui a... Ah, tu sais, j'avais une sous-question. Donc, si vous êtes capable de nommer le type de résorption qu'on regarde en ce moment et puis de prendre la décision, est-ce qu'on extrait cette dent-là ou non, basé sur cette radio. On entend les mousses voler. Oh, OK! Ça sent bien, ça vient de rentrer. Donc, si vous savez pas le nom du type de résorption, je vous le pardonne parce que même moi, j'ai, ça m'énerve puis je trouve que les noms sont longs comme le bras est très compliqué, mais est-ce qu'on extrait, oui ou non? Ah, j'aime ça la réponse. C'est quelqu'un écrit résorption cœur de pomme. Non. Si c'est ça que vous vous rappelez, moi, ça me fait vraiment plaisir. Tant que vous comprenez ce que vous voyez, appelez-le comme vous voulez, là. C'est effectivement de la résorption cœur de pomme. Euh, le nom complet, c'est radiculaire de surface. Fait que euh, euh, en anglais, c'est quoi? Je pense que c'est Radicular Surface Resorption. Il y a un petit nom court, celui-là. Et en humaine, du moins, c'est complètement asymptomatique. La dent semble en santé, il n'y a pas d'inflammation. Donc, normalement, non, on considère qu'on n'a pas besoin d'extraire ces dents-là. Et une chance, parce que j'ai eu un patient cette semaine qui avait pratiquement toutes les dents qui avaient ça, et j'étais pas partie pour me lancer dans 8 heures de chirurgie. Donc, je suis bien contente. Donc, c'est asymptomatique, on les extrait pas. Des fois, le cœur de pomme est rendu tellement petit que la dent est mobile parce qu'elle est comme craquée ou sur le point de craquer. Fait que ceux-là, on peut faire une amputation de couronne, mais normalement, on les laisse aller s'ils sont bien solides puis qu'il n'y a pas de lésion dans la bouche. Ce qui est la très grande majorité des cas. Bon, celle-là, par exemple, chez les chats, on est supposé connaître nos types de résorption. Donc, qu'est-ce que je vois et comment je traite? Est-ce que je traite? Mais j'avoue que c'est comme trois questions en un GT. C'est pour ça qu'on me dit qu'ils sont Ouais. difficiles. Ben, ça n'a pas l'air si difficile que ça parce que les réponses ont bien de l'allure Hey, oh, dans le ben, temps. c'est exactement ce que je m'en allais dire. Là, tu vas perdre Ma réputation. la réputation de quiz trop difficile, mais ça va très bien ce soir. Ben, c'est correct, je vais en mettre d'autres des questions s'il faut, mais ça va me Mais faire tu sais, plaisir. je dois avouer que cette année, là, c'est beaucoup plus. Tu sais, la première année, on avait eu plusieurs webinaires sur les instruments. Ouais. Tu sais, fait que là, il y avait des questions là, qui étaient là, quel type pas de pince, mais c'était quoi donc? Hey, je me souviens, ça avait été difficile, ça. Là, il est très clinique. Bon, donc, on fait face à de la résorption de remplacement, si on veut le nom long. Si on parle de type, parce que chez un chat, ça serait de la résorption de type 2. Et on peut soit laisser et surveiller, soit faire une amputation de couronne, mais vous vous lancez pas dans l'extraction complète de cette dent-là. Et là, à savoir la tolérance de à quel point on tolère de la résorption avant de faire l'amputation de couronne tant qu'il n'y a pas de lésion en gueule. Je vous dirais que c'est très variable d'un dentiste à l'autre, fait que je ne vais pas me prononcer. Je pense que tant qu'il n'y a pas de lésion dans la bouche, vous avez pas, dans le fond, il n'y a pas de mal à les laisser. Par contre, ces dents-là est à risque de faire une lésion dans la bouche éventuellement. On ne sait pas si ça va être dans un mois ou dans 3 ans. Donc, si le client reviendra plus jamais, parce qu'on sait que la plupart des animaux, malheureusement, c'est une dentisterie à vie et c'est that's the only shot you get, ben, dans ce cas-là, tout à fait, on pourrait traiter. Et puis, l'amputation de couronne est extrêmement appropriée là, pour ces patients.
Ah ah! Donc là, ma flèche est pas du tout au bon endroit. Donc, vous voyez mon curseur, fait que c'est la boule. Mettons, faites semblant que la flèche pointe vers le bas. Les flèches n'ont pas survécu à l'ajout du template de Noël, je pense. Donc, c'est quoi la boule qu'il y a au-dessus de la canine 104 de ce chat? Comment on appelle ça? Qu'est-ce que vous écrivez dans votre dossier? Vous écrivez rien? Dans votre charte? Hey, vraiment, je suis impressionnée par les. Oui, il y en a même qui m'ont mis l'abréviation. Oh oui, vraiment, en 3 ans, là, Vous c'est faites vos fou! chartes, Oui! vous faites bien vos chartes. Oui, c'est dans son salle, on est d'accord. Donc, on a Alveolar Bone Expansion avec l'acronyme ABE. Donc, c'est ça qu'on pourrait écrire sur notre charte. En fait, il y a deux articles qui ont sorti à peu près dans la même année pour décrire cette condition-là chez les chats qu'on voyait depuis toujours, mais qui n'avait pas vraiment de nom. Fait que Alveolar Bone Expansion en est une, mais ostéite alvéolaire est l'autre. Donc, si les deux mots sont bons, ça dépend juste de quel article vous avez lu en premier. Fait que Alveolar Osteitis. C'est une forme d'ostéomyélite à bas bruit chronique qui est reliée à la maladie parodontale qui fait que les chats font ces bosses-là autour des canines. Si c'est pas sévère, on peut les laisser. Puis plus c'est gros, habituellement, plus que la maladie parodontale. Puis je serais pas surprise là, s'il y avait une poche en passant ma sonde ici, là, au mésial. C'est souvent, les deux viennent souvent ensemble. Donc, alveolar bone expansion, je sais pas pourquoi c'est celui que je retiens le mieux parce que c'est plus descriptif probablement. Donc, voilà, c'est souvent associé à la paro, fait qu'on vérifie s'il y a d'autres signes de paro, puis on peut décider si on extrait la dent ou pas. C'est pas en elle-même, tu sais, problématique, mais souvent, ça vient avec d'autres signes de maladie parodontale associés à la même dent. Quelles sont les petites structures qui sont entourées en bleu dans la radiographie? Est-ce que le patient a une tumeur? Est-ce que le patient a mangé des Thumbtacks avant de se présenter pour ses soins dentaires aujourd'hui? C'est pas dans tous les patients, mais il y a certains patients qui ont ça, puis je suis sûre que vous en avez déjà vu. Ça se peut que vous avez juste comme ignoré parce que mais on voit ça surtout chez les vieux patients. Ah, ça s'en vient. On a notre pro de la dentisterie, elle sait pas, là, qu'est-ce qu'on va faire. C'est pas un artefact, c'est réel. Donc, on parle de calcium, minéralisation. C'est effectivement de la minéralisation, mais de quoi? Je laisse encore 5 secondes. Ah, mais j'en ai déjà parlé. Je trouve ça drôle qu'on ne sache pas plus que ça. Je suis sûre que vous en avez déjà vu, c'est juste que vous, tu sais, vous l'avez comme ignoré, là. C'est effectivement de la minéralisation des moustaches. Puis on voit ça chez les vieux patients. Fait que c'est vraiment juste à la base. Fait que oui, c'est dans la lèvre. Fait qu'on le voit souvent au niveau là, des incisives, nos radios de canine. C'est absolument sans conséquence. Mais ouais, c'est des minéralisations, des vibrisses, de la base des vibrisses chez les vieux patients. Ça fait un petit bout que tu en as parlé. Ah, sûrement, oui, ça va faire peut-être même une couple d'années. Mais j'aime bien glisser ça dans Oui. quand je fais des webinaires d'interprétation radio, là, parce que je sais pas, j'ai toujours trouvé ça adorable. Je sais pas, je trouve ça beau. Fait que c'est ça. Fait que regardez attentivement chez vos radios de vieux patients, là. Je suis sûre qu'une fois de temps en temps, c'est vraiment pas rare de voir ça. Ah, puis parlant d'artefacts, on a tout le temps pour une petite anecdote. Ma technicienne adorée m'en a fait une belle cette semaine.
Donc, j'ai fait une maxillectomie chez un patient. Puis déjà, j'en fais pas souvent, ça me stressait un petit peu. Bref, euh, j'ai pas pris immédiatement post-op ma radio parce que, bon, tu sais, je veux dire, j'ai enlevé tout le morceau. J'ai tout reconstruit la lèvre. On avait une autre petite dent extra, on a tout fait ça. Puis là, pendant que je suis en train de faire autre chose, je fais juste te dire, fais les dernières radios, on peut réveiller le patient après. C'est une formalité, mais tu sais, je veux juste comme m'assurer que le bout d'os est bien arrondi et tout. Puis là, ça sort sur la radio, puis il y a deux minéralisations. C'est comme en avant de ma maxillectomie, fait que là où il devrait avoir que du tissu mou. Puis là, je regarde ça, puis je suis comme, ben voyons, mais là, je suis comme j'ai pas laissé de bout d'os, puis tu sais, j'ai tout trempé, j'ai tout. Tu sais, puis c'était vraiment comme centré sur le patient, comme en plein milieu de sa ligne médiane, puis j'étais comme, voyons, que c'est ça. Puis là, je suis comme, là, il va falloir que je réouvre ma plaie, puis là, c'est tout, tu sais, je veux dire, j'ai tout reconstruit, là, ça fait une heure que je suture, là, j'ai pas envie, comme, d'aller là-dedans. Puis là, je regarde la radio, puis je fais comme, mais on dirait des dents. Mais, tu sais, mettons tout à l'envers, puis tu sais, les racines séparées. Fait que la petite extraction qui avait été faite, les racines avaient été mises dans une gaz sur la table, puis ma technicienne avait besoin de faire une petite boulette pour la radio et est venue me remettre les dents dans le chien et a pris ma radio de ma maxillectomie avec deux racines qui flottaient, mais qui étaient plus dans le chien. Mais voilà, elle m'a fait bien peur. Mais ça, c'est pas Euh, ta tech qui a fait ça, c'est le lutin. Ah ouais, non, mais là, en tout cas, là, j'étais, tu sais, en plus, j'étais fatiguée, on vient de finir, j'étais toute contente de ma fermeture, tu sais, parce que le reconstruit était, je le trouvais beau, le patient, j'ai quand même bien fait ça. Puis, mais une chance que j'ai pas rouvert ma plaie, puis j'ai comme fait, mais il semble que ça a l'air de des dents, puis que ça, tu sais, ça se peut pas. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qu'il y a dans la bouche du patient? Puis il y avait effectivement le gaz. En tout cas, je l'ai trouvé bien drôle, elle aussi, mais là, j'étais fait, moi, plus jamais ça. Fait que oui, il y a des choses minéralisées qui peuvent se superposer au patient, mais ça appartenait vraiment au patient. Voilà. C'est sûr que dans une conférence sur l'interprétation radio, je vais mettre la radio de ce qu'elle m'a fait. Parce que, voilà. OK. Fait que, en fait, cette radio-là, cette photo va aller avec la radio suivante. Fait que là, on prend 2 secondes pour observer la bouche du patient de 11 ans. Et quelle conclusion je peux tirer de ces radios par rapport à ces canines maxillaires? Ou peut-être, est-ce que ça aiderait de remettre la précédente? Hmm. Il y a effectivement des lésions de résorption, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Fait on va ignorer ça. Mais donc, on voit dans la précédente qu'il y a le bout de ces canines qui est irrégulier, donc fracturé. Et sachant qu'il a 11 ans, c'est un chat qui avait été ramassé dehors. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Est-ce que ça touche la pulpe? Est-ce que les dents sont mortes? Oui. Puis quelle autre conclusion on peut tirer? Sachant que les canines mandibulaires, ça provient du même chat. Alors, on comprend pas où je veux m'en aller avec cette question. Ça veut dire que je l'ai mal posée. Donc, oui, il y a des gens dans le chat qui m'ont mentionné que il y a la pulpe est élargie dans les deux dents. En fait, moi, je vous dis que c'est dans les deux dents, mais si on regarde les radiographies du mandibule, sachant que c'est un chat de 11 ans, la pulpe est à peine un cheveu dans ce patient-là parce qu'il est âgé. Et donc, si on va voir ces radios du maxillaire, en fait, les pulpes devraient avoir à peu près la même taille. Donc, ce n'est pas le cas ni pour une ni pour l'autre. Il y en a une qui est plus large que l'autre, mais en fait, la conclusion qu'on peut tirer, c'est que ces canines-là sont cassées depuis vraiment longtemps.
Fait que pour un patient de 11 ans, là, d'avoir une pulpe aussi large dans sa 204, là, d'après moi, il s'est fracturé ça il y avait 2 ans peut-être, 3. Ça fait longtemps que ce patient-là a mal à sa petite bouche. Puis même la pulpe, là, la 104, je dirais qu'il n'y avait pas 5 ans quand il s'est fracturé ça. Fait que petit, petit poulet, ça a été bien satisfaisant de faire ces extractions parce que ça devait faire longtemps, longtemps que c'était là. Donc, en fait, je voulais vous faire comparer. Dans le même patient, les cavités pulpaires devraient être à peu près standardisées là, comme grosseur là, parmi toutes les dents. C'est sûr que, bon, des fois, c'est dur de comparer l'incisive à la canine, là, mais Puis, Josée, donc, petite question. L'état oui. général, l'animal, là, quand il y a, tu sais, tu suspectes qu'il y avait de la douleur chronique, est-ce qu'il était Ah ouais. amaigri, il était... Je me rappelle pas qu'il était particulièrement amaigri. C'était une dame qui avait ramassé ce chat-là dehors, puis elle l'a amené chez le vétérinaire, puis elle a juste fait remettez le patient en état, je me fous de combien ça coûte. Fait que, tu sais, il y a eu ses bilans sanguins, il y a eu ses snaps. Quand ils ont vu son bouche, ils ont fait comme, il y a de la job là. Puis elle a fait comme, OK, on fait tout. Puis je suis venue le faire. Puis je suis pas sûre qu'il restait beaucoup dedans après que j'ai fini avec lui. Mais en tout cas, ça a dû faire un gros changement dans sa vie. Mais je me rappelle pas qu'il était particulièrement maigri, non. Mais douleur chronique définitivement, mais ça va pas les empêcher de manger. Question là-dessus? Je vais repasser genre le tiers de mes slides, mais c'est pas grave, j'ai gardé pour un autre quiz. On fera le quiz du Noël du campeur. OK. Ah, ben les flèches ont suivi ce coup-là. Euh, donc, ça, c'est une slide d'anatomie radiographique. Donc, je voudrais que vous me dites qu'est-ce qui est pointé sur la flèche mauve. Donc, il y a beaucoup. Je te laisse encore 2 secondes. Ouais. Il y a une couple de personnes qui ont répondu de façon un petit peu plus précise. J'aime ça. Si je pouvais attribuer des points bonus, si on comptait quoi que ce soit, j'en donnerais. Donc, il y en a qui me répondent le ligament parodontal, ce qui est vrai. Par contre, j'aime bien les gens qui m'ont répondu l'espace du ligament parodontal parce que officiellement, on ne voit pas le ligament parodontal sur une radiographie, on voit l'espace qu'il occupe parce qu'il est radiotransparent. Mais quand même, bravo d'avoir identifié la bonne structure, là. Donc, c'est effectivement l'espace du ligament parodontal. Bon, c'est une facile, celle-là. Bon, celle-là aussi est facile. Par rapport à la dent 204, le point rouge est dans quelle position et dans quelle direction par rapport à la canine? La résolution a l'air vraiment bonne, hein? Toutes ces radios-là sont petites, là, mais... Ça, c'est mes radios que pour le collège, en tant que résident, il fallait que tu envoies un set de radios. Vite, sur un cadavre, fait que tu prenais des radios pendant comme 12 heures sous tous les angles possibles et imaginables, puis tu sais, fallait qu'ils soient prises, fallait peut-être deux racines qui se chevauchent, puis en tout cas, ça, là, t'es envois, puis là, t'es renvoyé en disant qu'une telle était pas belle, puis là, tu prenais un angle, tu sais, comme 3 degrés à côté, puis là, tu te faisais envoyer un reviewer différent qui finalement te disait que la radio que l'autre avait acceptée, mais finalement, était plus bonne, puis que là, il voulait un autre changement. Fait que là, tu fais ça pendant à peu près 6 mois. Mais je me suis dit, je vais les utiliser, ces maudites radios-là. Pour de vrai, Fait que, c'est des radios comme parfaites. ouais, mais c'est moi qui les ai pris. Fait que je m'en sers en Wow! tabarnouche dans mon enseignement quand j'ai besoin comme d'un exemple d'une radio normale, là. Ça, c'est des radios parfaites. Donc, tout le monde répond, ou non, pas tout le monde. Donc, en grande majorité, les gens ont répondu mésial. Donc, c'est effectivement le bon terme. Euh, donc, mésial, c'est tout ce qui se rapporte au centre de l'arche. Étant donné que les dents sont sur une arche donc, qui fait un peu une courbe, de parler de, mettons, latéral et médial, euh, quand on parle, mettons, des dents qui sont dans la joue, on parlerait pas du même aspect de la dent que quand on parle des incisives. Donc, quand on se réfère à la position dans l'arche, on choisit mésial qui est vers le centre et puis distal qui est vers la queue.
ou plutôt vers l'arrière de l'arche ou l'arrière de la bouche. Fait que c'est mésial. Ça aussi, c'est une autre de mes radios parfaites. Euh, Ah, ça n'a pas suivi, par exemple. Oups, attends. Voyons, j'ai rien touché. La radio, ben, ça n'a pas marché. Fait que les flèches sont plus vis-à-vis rien. Fait qu'on va la sauter. OK. Euh, c'est quoi le nom de la structure qui est assurée? 3 secondes. Mais encore une fois, je sais pas si c'est parce que tout le monde est bon ou ceux qui sont pas sûrs osent pas répondre, mais on a encore une fois l'unanimité, c'est la gencive attachée. Donc, par opposition à la muqueuse alvéolaire, qui est le reste là, du tissu qui serait dans le haut de l'image, là, qui est plutôt lousse et souple. Donc, la gencive attachée qui est, ben, elle est pas notre amie quand on fait des extractions parce qu'elle est vraiment difficile à élever, mais elle est notre amie quand on veut suturer parce qu'elle retient les sutures beaucoup mieux que la gencive attachée. Puis c'est elle qui va donc euh, protéger les dents, là, puis quand on mastique, en fait, c'est la gencive attachée qui va faire réfléchir la nourriture loin du sulcus, puis c'est la partie qui est kératinisée, donc qui résiste au frottement contre les aliments. Fait que attached gingiva ou gencive attachée, c'est effectivement ça. Ah, bon, je suis contente que ça ait suivi. Donc, ici, on a un petit dessin d'anatomie du parodonte. J'ai-tu mis A, B, C, D ou j'ai... Non. Fait que, Non. c'est la ligne de haut en bas. Donc, que représentent les flèches dans ce beau dessin que mon Les, ami a fait pour moi? les flèches, hey, on les voit vraiment, elles sont petites. Ah ouais? Ben, là, je vois le bout de la flèche, mais OK. Donc, c'est, les lignes qu'on voit noires, au bout, il y a une flèche. Ah oui, ouais, OK. OK. Mais là où est-ce que ça Donc, arrive, là? Ah, on a un mélange d'anglais ici qui s'est glissé. Si je vous disais que la deuxième ligne, c'est en fait sur la dent, ça changerait-tu vos réponses? C'est ça le. J'aime ça faire des beaux dessins élégants, mais quand il faut que tu fasses des dessins clairs, il faut que tu fasses des grosses lignes. Mais en tout cas, je vais m'ajuster. Ah ah! Je laisse encore. Dans le fond, c'est les quatre structures du parodonte. Si ça vous donne un indice, là. Donc, on a la première ligne qui est la gencive attachée. Dans ce cas-ci, c'est vrai que c'est la gencive libre dans le sens que c'est la partie euh, qui est, disons, coronaire au sulcus. Fait que la petite partie là, qui est comme lousse. Euh, en fait, la gencive attachée, c'est toute cette structure-là, puis la gencive libre, c'est le bout qui forme le sulcus en haut. Fait que dépendamment de comment vous avez interprété la flèche, là, les deux, c'est bien correct. Fait que la deuxième flèche, c'est en fait le sément. Fait que il y a une partie de cellules qui sont attachées elles-mêmes à la dent. Euh, et puis, bon, il y a du collagène là-dedans, toutes sortes de choses. Fait que les fibres de la prochaine structure, la troisième flèche, qui est le ligament parodontal, va venir s'attacher dans le sément.
Puis effectivement, les premiers 2 millimètres, c'est la gencive elle-même qui va venir s'attacher dans le ciment, sur la dent. Et puis la quatrième flèche étant l'os alvéolaire. Là, ça, je pense que tout le monde a eu ça. Fait que les quatre structures du parodonte. Puis je vais malheureusement devoir modifier mon dessin pour qu'il soit plus clair, mais je le trouve bien beau. Vraiment. Même chose avec ma fonte, ma graphie, c'est comme, oui, mais elle n'est pas assez claire. Je suis comme, oui, mais elle est belle. Mais bon, OK, en tant que personne pragmatique, je vais rendre ça plus clair. Ça l'a encore pas suivi. C'est plate parce que, en tout cas. OK, parfait. On a parlé d'occlusion la dernière fois. Donc, pouvez-vous me décrire, me nommer, qu'est-ce que vous écrivez dans votre dossier quand il y a une occlusion comme ça? Puis là, moi, j'ai vu à vos dossiers, hein, fait que je sais, je sais qu'il y a toutes sortes de choses décrites. Ah, je trouve ça intéressant comment que vous répondez. Je laisse 3 secondes. Donc, on a des prognathis mandibulaires. On a une réponse de brachydnathis maxillaire. Puis, on a des malocclusions classe 3 ou mésocclusion mandibulaire, ce qui me mélange tout le temps. Il va falloir que je le Google parce que ça me parle pas si on dirait mésocclusion puis dysocclusion. Mais oui, je pense que c'est mésocclusion. Donc, c'est effectivement une malocclusion classe 3. Fait que le mandibule est plus long par rapport au maxillaire de ce qui devrait être. Mais là, la question, puis la raison pour laquelle on veut plus dire prognatisme, c'est parce que faudrait dire prognatisme maxillaire ou mandibulaire, parce que prognatisme tout seul ne nous dit pas quelle des deux mâchoires est celle qui est la pas bonne ou la anormale. Puis en fait, dépendamment de la conformation du chien, ça peut être très difficile de dire laquelle des deux est trop courte. Bon, si c'est un bulldog anglais devant nous, je pense qu'on le sait, là. Mais, tu sais, je veux dire, si un labrador a l'air de ça, si c'est son maxillaire qui est trop court, si c'est sa mandibule qui est trop longue, ça serait difficile à dire. Mais bon, dans les termes généraux, tout le monde dirait qu'il est prognate. Je veux dire, on comprend tous, là. Mais quelqu'un pourrait vous estimer qu'il est brachygnate du maxillaire et vous pourriez pas lui dire qu'il a pas raison. Euh, c'est pour ça que j'aime bien écrire malocclusion classe 3. Et là, on a l'image en tête de ce que ça a de l'air, puis on s'ostine pas de savoir c'est qui est pas normal ou anormal, mais on s'entend que c'est un peu académique. Mais bon, étant donné que j'essaie de vous mettre à jour sur la bonne nomenclature, pour qu'on soit standard dans nos dossiers, ben, malocclusion classe 3 ou prognatisme mandibulaire, ça serait quand même très clair aussi. Mais juste prognatisme tout court, officiellement, c'est pas assez d'informations. Mais ça reste que je vais vous comprendre. Fait que voilà. Puis oui, en fait, j'ai quelqu'un une note dans le dossier qu'elle ajoute les détails dans son dossier, à savoir quelles dents entrent en contact avec les autres dents et ou avec les tissus mous. En fait, c'est une excellente chose à rajouter dans son dossier parce qu'on a quelque chose qu'on appelle des malocclusions fonctionnelles puis des malocclusions non fonctionnelles. Parce que tu peux avoir un patient qui a une malocclusion qui change absolument rien dans sa vie. Comme mon chien tantôt, avec sa dent qui était déplacée, officiellement c'est une malocclusion, mais à cause de, je veux dire, elle s'emboîtait bien avec les dents du mandibule, elle causait pas de lésions de tissu mou. À part le fait qu'elle a essayé d'avoir deux racines, elle aurait pu bien faire sa vie, là. Donc, fonctionnel veut dire qu'il y a comme pas de conséquences à cette malocclusion-là. Puis, ben, non fonctionnel, ça veut dire soit que les dents entrent en contact avec d'autres dents ou avec les tissus mous. Puis dans ce cas-là, ben, il faudrait traiter euh, pour rendre le patient confortable, parce que sinon, à chaque fois qu'il se ferme la bouche, il va se pincer d'une façon quelconque. Euh, on me demande si je peux redire les classes de malocclusion avec plaisir.
Donc, malocclusion classe 1, c'est une malocclusion qui est dentaire seulement. Fait que le petit patient de tantôt est un bon exemple. La relation entre les deux mâchoires, elle est normale, mais il y a une dent qui a décidé d'être pas à sa place parce que ça y tentait. Les canines en lance, chez les châtelaines est un bon exemple. Tout le monde est à sa place, mais la canine a décidé qu'elle pointait vers l'avant et donc il n'y a plus rien qui ferme. C'est une malocclusion classe 1. Classe 2, c'est une situation trop courte, qu'on voit quand même assez souvent aussi. La conséquence de ces patients-là étant très, très, très souvent que les canines piquent au palais. Donc, les classes 2 qui seront les brachygnates mandibulaires, fait que la mâchoire du bas est trop courte par rapport à la mâchoire du haut. Les classes 3, c'est nos bulldogs, nos shih tzu, en fait, toutes nos brachis. La mâchoire du bas, en fait, dans ce cas-ci, c'est ça, là. Sur un bulldog, tu pourrais t'ostiner que la mandibule, en fait, la longueur qu'elle devrait avoir, c'est le maxillaire qui est trop court. Parce qu'en fait, c'est quel là? C'est le basisphénoïde qui est stunté là, dans sa poussée de croissance, qu'on a sélectionné des gènes pour faire ça, qui font que, en fait, c'est des chiens, on dit qu'ils sont prognates, mais en fait, ils sont brachygnates du haut. Donc, d'où l'ostination. Mais bref, c'est des classes 3. Donc, Shih Tzu, malocclusion classe 3, puis les malocclusions classe 4, c'est les patients qui sont asymétriques gauche-droite. Et ça peut être dû à un trauma ou des fois, ils sont juste comme ça. J'en ai vu quelques-uns. C'est assez rare, mais j'en ai vu quelques-uns là, où la mâchoire tourne d'une façon quelconque, puis il n'y a plus rien qui marche. Euh, donc, ça, c'est mes classes de malocclusion. Pourquoi, dans ce cas-ci, on conclurait que la mandibule est trop longue? Ben, en fait, on peut pas. Fait que c'est pour ça que de je dire, il est prognate, on pourrait s'ostiner longtemps de dire, est-tu brachynate maxillaire ou est-tu prognate mandibulaire? Fait que classe 3, ça le fait. Ah ah! Est-ce que on fait la technique du crayon sur un patient qui est présenté comme ça, la bouche grande ouverte, pas capable de fermer? Oh, ça, on a vu ça il n'y a pas longtemps. Mhm. Il a l'air un peu surpris d'ailleurs de qu'est-ce qui se passe. Bon, ça aussi, réponse unanime. Pourquoi on fait pas la technique du crayon? Parce que ce patient-là n'a pas la mâchoire lissée. Donc, c'est un cas de open jaw lock qui est possible aussi chez les chiens. Donc, les patients vont être présentés en clinique avec la gueule grande ouverte. Fait que c'est vrai qu'un patient qui a une mâchoire luxée il sera pas capable de fermer la bouche, mais ça va être minime. Il sera pas capable de la fermer complètement, mais les muscles, la mastication font quand même leur truc, puis ça va rétracter la mâchoire vers le haut. Euh, et donc, ces patients-là sont pris grand, 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 grand ouvert. C'est probablement parce qu'ils ont bâillé et sont restés pris comme ça. C'est quand le coronoïde passe en dessous du zygomatique et ils sont pris à la bouche ouverte parce que il y a mécaniquement leur coronoïde s'est tassé un petit peu latéralement pour une raison qu'on ignore. Ils ont décidé que leur articulation temporomandibulaire était un filet un petit peu lousse ce journée-là et avait envie de faire du yoga et est allé se coller sur le zygomatique et ça ferme plus. Et donc, la solution, ce n'est pas du tout de faire la technique du crayon et de forcer la fermeture de la gueule. Le but, c'est de rouvrir la gueule un petit peu plus grand et souvent les muscles vont genre ramener la mâchoire vers le centre puis euh, replacer le coronoïde et donc le patient va pouvoir fermer la bouche. Fait que Est-ce c'est qu'on juste de ouvrir une est-ce petite qu'on coche sent, plus grande encore. y a-tu comme un petit genre de clic ou y a-tu quelque chose qui peut nous Non, guider? ça clique pas, c'est l'inverse. Parce il y a rien de déplacé. Fait qu'il y a pas de raison que ça repop en place parce que ces articulations sont en place. Fait que c'est juste en fait, ça frotte. Fait que ça va être juste de le repasser en dessous. Puis ça va arrêter. Là, j'ai Mais pas c'est de. pas, tu sais, faut pas trop forcer, là. C'est quand même, parce qu'on s'entend que c'est un chat, là. On y va doucement, puis ça, C'est sûr que si j'essaie de l'animal est en visualiser. panique, un petit peu de drogue, ça va nous aider. Mais oui, donc Sous la question sédation. est-ce qu'on fait ça sous sédation? Ben, ça dépend
de l'état du patient. Il y a des patients qui vont bloquer comme ça de façon chronique, c'est-à-dire ils vont bloquer, débloquer. Tout ça, des fois, le patient lui-même est capable de se débloquer, c'est-à-dire avec leurs pattes, il panique, puis ils vont accrocher leurs canines, puis ils vont se rouvrir la bouche, c'était du 2 mm qui manquait, puis ils vont Wow. se débloquer tout seuls. Donc, eux autres, ils n'étaient pas sédatés. Puis des fois, justement, quand ça fait la 18e fois que ça arrive, ben, le client est bien qui est capable de le faire. Mais oui, si c'est la première fois que le patient est en panique, ou est en douleur, ben, c'est parce que ça doit pas être plaisant, là. Oui, on peut définitivement sédation analgésie. Mais c'est vraiment juste, il a l'air ouvert à pleine capacité, mais forcément, pour que le zygomatique passe en dessous, c'est parce qu'il y a quand même de l'amplitude pour encore une couple de millimètres de plus. Fait qu'il est comme là, mais on est habituellement capable d'y redonner. Là, c'est en millimètres, là. Tu sais, genre, vous pensez pas que vous allez rouvrir d'un pouce de plus, là. Fait que, tu sais, dans la force que vous appliquez, c'est vraiment juste la petite affaire de plus, là, pour vraiment comme étirer les ligaments, puis whoop, on repasse en dessous. Mais pas de crayon là-dessus. Puis sachez que ça peut aussi être un chien. Souvent brachycéphale. Ah, voilà, c'était la fin. Je suis rentrée pile dans mon temps. J'étais timée pour Wow! mon journal club. Ben, bravo! Oui, Euh, moi aussi, je suis vraiment. franchement impressionnée. J'en ai envie des plus durs la prochaine fois. Donc, ben, est-ce que tu sais toujours, on garde la même thématique pour le prochain webinaire en janvier? On y va avec les nouveautés dans la Ouais? littérature? OK. Fait que tu vas garder les autres questions que tu avais en réserve pour un autre quiz? Non, mais en fait, on les a tout faites. Ah, t'es tout fait. OK, je pensais qu'il en restait beaucoup. OK, OK, Non, parfait. non, Ah, ben, moi wow! non plus, je me demandais combien j'étais rendue, mais là, ça, c'était la dernière slide. Fait que c'est ça que je Super. disais, j'ai timé mon temps parfait avec mon nombre de questions. J'avais éliminé, mais pas éliminé, estimé, mais ça a l'air que j'ai eu du temps un Hey, petit peu. bravo, José. Merci encore de ta générosité d'avoir pris ce temps-là de monter ça, puis à ta tech qui t'a aidé. Oui. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous, beaucoup de repos, on espère pas trop d'urgence. Petit rappel, vous allez recevoir l'attestation. Je suis présentement en vacances, je suis pas chez moi, je vais essayer de faire ça ce soir. Mais cherchez le mot attestation dans vos courriels et vous allez le trouver. Des fois, il reste pris dans les spams. Et puis, pour l'enregistrement, ça, je peux pas vous promettre, là, ça va peut-être aller après, autour du Y 28. a-tu vraiment quelqu'un qui va écouter ça le 25 au soir, C'est là? Je pense que. incroyable, tu serais sur. Moi, je regarde les stats, là, puis c'est surprenant. Puis avec Eutabag, on a une plateforme de formation continue. Puis là, on voit quand les gens se OK. loguent. Et c'est fascinant le dimanche Genre soir, le comment dimanche les soir à 10 heures, vétérinaires. hein? Oh, à chaque fois, je suis là, mon Dieu, pauvres autres, ils n'ont pas fini. Mais il y en a plusieurs qui nous écrivent qu'il leur manque des heures, puis qui font des rushs comme Hmm. ça les dimanches soirs. Donc ça va être sur YouTube. Et Oui. puis, je Tapez vous Yvette envoie Mobile, vous allez vous aussi trouver. le formulaire, tous ceux qui sont intéressés, c'est pas, vous signez pas un contrat si vous êtes intéressé par le laboratoire d'extraction ou des laboratoires d'extraction en 2026. Inscrivez-vous, vous pourrez dire non, c'est juste pour qu'on ait une base de données centralisée de qui, puis quelle région vous êtes Qui si puisse on les a, organiser, oui. si José a à se déplacer ailleurs que dans la région de Montréal-Laval. Hey, on a plein de merci puis joyeuses fêtes. Ben, joyeuse fête à vous aussi. Je te souhaite vraiment, José, plein de bonheur parce que tu mérites. C'est fou qu'est-ce que tu Ben, fais mon Dieu, merci. pour la communauté vétérinaire. Tu l'as dit la première fois qu'on s'est rencontrés, tu as dit, moi, j'ai vraiment comme mission là, d'augmenter encore plus ses compétences en dentisterie au Québec. Puis bravo, 4 ans plus tard, tu Oui, l'as. j'ai créé une armée. Je suis très bien. Bon, Mais merci, les webinaires seraient pas pareils sans toi, Hélène. bon, je trouve pas que j'apporte, mais au moins techniquement, ça roule bien. Je suis contente. Oui, absolument. Bon, et merci beaucoup à tous. Bye bye. Bye bye.